Et on se rapproche de ce scrutin présidentiel en Amérique. Donald Trump et Kamala Harris qui sont toujours au coude à coude dans les sondages. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Est-ce qu'il y en a un ou une qui est plus porteur que l'autre pour la bourse, pour le marché américain, qui est évidemment driver des autres bourses mondiales? Oui, alors David, j'ai envie de vous répondre en regardant les statistiques de très long terme. Alors l'avantage avec les marchés américains, c'est que elles remontent assez loin. Et si on part par exemple de l'après-guerre, d'après la Deuxième Guerre mondiale, on va dire depuis 2047, on regarde l'indice S&P 500, qui est quand même l'indice représentatif des 50 plus grandes capitalisations de Wall Street. Ben, on voit qu'en fait, en réalité, il est quasiment toujours à la hausse, quelle que soit la couleur du président. Alors, il y a quand même des exceptions, mais ce sont des exceptions qui ont des circonstances atténuantes. Il y a eu la fin du mandat de Richard Nixon qui a fait baisser, on va dire, la bourse finalement un petit peu sur l'ensemble du mandat. Puis il y avait eu aussi celle de la fin du mandat de George Bush fils. Mais ça, c'était la crise financière de 2008. Donc on peut pas, on va dire, imputer ces deux résultats à la couleur politique du président. Donc j'ai envie de vous répondre en bon normand à la question que vous me posez. Il faut pas exagérer l'importance de l'élection pour l'économie et les marchés financiers, mais il faut pas la négliger non plus, parce que même si le gouvernement fédéral, qu'il soit démocrate ou républicain, n'influe pas ou influe peu sur les rendements des marchés actions obligataires, en réalité, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est la croissance économique et les bénéfices des entreprises qui importent plus que l'orientation politique de Washington. Et comme vous l'avez dit, en définitive, c'est ce rouleau compresseur de la domination financière qu'est la première puissance économique mondiale, les États-Unis. C'est ça qui gagne toujours sur le long terme. Les États-Unis, c'est effectivement 65% de la capitalisation mondiale, et c'est toujours le ton directeur, la ligne directrice des marchés. Vous avez raison d'élargir la focale et de parler du long terme. Après, il y a quand même des soubresauts, en tout cas des variations notables à court terme quand il y a des élections aux États-Unis. Oui, David, et on va en parler notamment en 2024, avant l'élection, et où parfois, alors on constate des choses aussi dans l'année qui suit l'élection, mais en fait, alors on constate aussi par exemple que même s'il n'y a pas de vraie différence sur le très long terme entre les perfs boursières des années électorales et de celles et des autres années, on voit qu'un marché haussier, ce sera peut-être pas le cas cette année, mais un marché haussier avant l'élection, a priori, ça pourrait plutôt favoriser le parti au pouvoir. En tout cas, c'est ce que disent les statistiques. Mais on constate aussi que quand on regarde toujours notre indicateur, qui est le Standard & Poor's 500, après une victoire démocrate, par exemple, souvent, la hausse est meilleure. Alors, on a quelques années qui l'ont bien illustré, 1976, 1996, 2020. On constate aussi que les indices boursiers, ils progressent en général avec des pics plutôt sous les présidences démocrates. Voilà. Mais on peut rien en tirer comme conclusion pour ce qui va se passer cette année. Bon, cette année, c'est 2024, élection capitale. Est-ce que les investisseurs ont une préférence ou est-ce qu'ils anticipent un résultat? Alors, en tout cas, David, ces derniers jours, on a l'impression qu'il y a une sorte d'anticipation des investisseurs qui privilégieraient une victoire de Trump. Alors, on a vu Trump remonter dans les sondages à partir de début octobre, et puis on a des signes un petit peu de ce qu'on appelle le Trump trade, c'est-à-dire que on voit bien que les taux à 10 ans américains ont remonté significativement en un mois, le dollar a remonté. Alors, c'est vrai que la version 2024, elle est complètement inédite. D'abord, il y a eu 2 tentatives d'assassinat contre Donald Trump, qui est quand même lui-même ancien président, elles ont été déjouées. On a eu le retrait de Joe Biden de la course à la Maison-Blanche, c'était le 21 juillet. Ça a rebattu les cartes, parce que c'est quand même un événement politique rare. Le dernier de ce genre, en fait, il remonte à 1968, c'était avec le président Lyndon Johnson. Bon, donc ça veut dire qu'en 2024, il n'y a pas de candidat sortant. Même si, bien sûr, Kamala Harris, en tant que vice-présidente, elle peut être tenue en partie pour comptable, on va dire, des évolutions de l'économie américaine des 4 dernières années. Alors d'ailleurs, c'est un facteur décisif pour l'électeur. Et alors il se trouve, c'est ça le paradoxe, c'est que l'économie américaine, parce que je vous disais, Trump remonte dans les sondages ou dans les anticipations, mais l'économie américaine, sous le mandat Biden, elle a plutôt enregistré des bons résultats. On a eu, quand on regarde la croissance du PIB réel, finalement, elle est à peu près de 3% par an en moyenne. La consommation privée, elle était très dynamique, à plus de 3%. La richesse nette des ménages, elle a progressé. Les créations d'emplois, ça a été 16 millions sur cette période. Le taux de chômage, qui était à 6,7% fin 2020, il est passé par un point bas à 3,4% et actuellement il est à 4,2%. Donc on est proche du plein emploi. Alors le hic aux États-Unis, comme ailleurs d'ailleurs, mais c'est l'inflation.
C'est-à-dire qu'en fait, depuis le début du mandat de Joe Biden, les prix à consommation, ils ont augmenté de 20%. Et là, quand on regarde le long terme, on voit que c'est plus du double de la hausse moyenne qu'on avait constatée sur les 7 mandats présidentiels qui vont de Bill Clinton à Donald Trump, donc les 7 mandats antérieurs. Et ça, pour les Américains, ça compte. Depuis le milieu des années 80, ils avaient oublié ce que c'était l'inflation, les Européens aussi un petit peu, et donc elle est redevenue leur préoccupation majeure, avec en corollaire le renchérissement du coût du crédit, et cette persistance en fait du choc d'inflation dans la mémoire des électeurs. Les deux camps, aussi bien Trump que Harris, les deux camps ont multiplié les promesses de campagne pour essayer d'y remédier, avec parfois des mesures du coup proposées un peu aux effets un peu contradictoires. Vous avez Kamala Harris qui propose de plafonner certains prix, notamment pour les médicaments ou voire l'alimentation, mais ça peut aussi créer des effets inverses. Donald Trump, il envisage de baisser l'impôt sur le revenu pour redonner du pouvoir d'achat aux ménages, mais bon, ça va augmenter les déficits budgétaires et donc le potentiel inflationniste, alors que ces déficits sont déjà très élevés. Sur les programmes, justement, tiens, c'est intéressant que vous en parliez, il y a des vraies divergences de vues sur les programmes entre les deux candidats? Alors, on va dire que Donald Trump, il affiche un biais clairement pro-business, tandis que Kamala Harris a un discours où elle promet beaucoup des hausses d'impôts. Donc, c'est deux postures qui, d'ailleurs, pourraient faire pencher plutôt les investisseurs en faveur d'une présidence républicaine de ce point de vue-là. C'est vrai qu'il y a 3 sujets principaux de divergence qui apparaissent. Il y a les droits de douane, les impôts et l'immigration. Donc Kamala Harris souhaite un durcissement de la fiscalité, aussi bien d'ailleurs pour les ménages à haut revenu que pour les entreprises. Trump, lui, il promet une véritable guerre tarifaire. Alors cette fois, c'est contre tout le monde, c'est pas seulement la Chine comme en 2018. Cette fois, il veut imposer les importations chinoises à 60%, mais toutes celles du reste du monde à 10%. D'ailleurs, récemment, Trump a dit le plus beau mot du dictionnaire, c'est droit de douane, c'est mon mot favori. Et alors, en plus, dans les programmes de Trump, on le sait, il voudrait bien que la Banque centrale soit le plus dépendante du président. Il veut aussi expulser tous les travailleurs illégaux, même si ça crée un problème de pénurie de main-d'œuvre. Alors, il y a un sujet, par contre, où on va trouver du consensus entre les démocrates et les républicains, c'est bien sûr la volonté de contrer la Chine. Ça, c'est plutôt, on va dire que ça plaît à tout le monde à Washington, donc les relations sino-américaines ne vont pas s'améliorer. En revanche, vis-à-vis de l'Europe, on pourrait dire qu'une victoire démocrate, ce serait mieux. Ce serait mieux aussi pour les actions européennes, parce que l'Europe échapperait sans doute à une guerre commerciale dont Donald Trump la menace régulièrement. Kamala Harris, on va dire en plus en termes de posture, en fait, elle sera probablement comme Joe Biden, plus diplomatique, plus multilatéraliste. Elle représenterait une administration, un gouvernement plus normal, alors qu'on sait que clairement que Trump, lui, il est disruptif et très très polarisant. Ouais, quid des contre-pouvoirs, quid de ce qui va se passer aussi au Congrès, donc Chambre des représentants, Sénat? Est-ce que le ou la présidente élue aura vraiment les marges de manœuvre nécessaires? Et oui, David, parce qu'en fait, le 5 novembre, il n'y a pas que l'élection, le choix de Kamala Harris ou Donald Trump comme 47e président des États-Unis. En fait, ce jour-là, les électeurs américains, ils vont renouveler la totalité des 435 membres de la Chambre des représentants et ils vont renouveler un tiers du Sénat, 34 sénateurs exactement. Donc l'enjeu est beaucoup plus large. Ils vont même d'ailleurs voter pour des gouverneurs et pour des procureurs généraux ce jour-là. Et donc, alors, la situation actuelle, c'est que les démocrates, ils ont une très courte majorité au Sénat. Les républicains sont très légèrement majoritaires à la Chambre des représentants. Et en fait, les sondages, eux, montrent que, a priori, ce congrès devrait rester divisé. Alors, cette fois, on aurait au Sénat une majorité de républicains, parce que le renouvellement du tiers, là, leur est plutôt favorable. Et puis, on aurait une Chambre des représentants qui redeviendrait, en fait, démocrate. Donc, du coup, ça va forcément atténuer, bien sûr, le résultat de la présidentielle, quel qu'il soit, parce qu'il faudra faire des compromis sur les questions budgétaires et fiscales. Donc, on peut dire que les mesures peut-être les plus controversées ne seront pas exécutées, ou en tout cas, elles seront amoindries. C'est vrai que certains économistes considèrent que les idées de Donald Trump, c'est plutôt un risque pour la stabilité économique et financière avec un retour de l'inflation, tandis que Kamala Harris, elle représente une certaine forme de continuité par rapport à Biden. Cela dit, dans les deux cas, les deux candidats, ils vont laisser filer les déficits fédéraux. Certains disent que, plus Trump d'ailleurs que Harris, mais ces déficits sont déjà à un niveau très élevé. Le déficit public fédéral, c'est 6,5% du PIB, et la dette publique américaine, elle est quand même à 125% du PIB. Avant de se quitter, juste d'un point de vue encore plus concret et d'un point de vue sectoriel en bourse, est-ce qu'il y a des pans, des secteurs plus ou moins privilégiés si c'est Donald Trump qui est élu ou Kamala Harris?
Alors, c'est une prévision qui est assez difficile, mais je vais quand même me lancer, David. On peut dire quand même que en bourse, le secteur pétrolier, les médias et l'univers, tout ce qui est les métaux vont plutôt profiter en bourse d'une victoire de Trump. En revanche, bon, les spiritueux, à cause notamment des droits de douane, les producteurs d'électricité, parce que Trump est plus favorable aux énergies fossiles qu'aux énergies renouvelables. Et puis aussi certains, en partie les éditeurs de logiciels, eux, seraient plutôt à risque. Et que dans le cas d'une victoire de Kamala Harris, à l'inverse, on voit plutôt, on pense que l'aéronautique et la défense seraient plutôt bien placés et que des secteurs comme la santé, à cause de la menace de hausse de baisse des prix des médicaments, ou le luxe seraient des secteurs plus mal lotis. Mais là, j'ai envie de vous dire aussi, David, nous, on préfère au revenu privilégier toujours le dynamisme boursier sur le long terme. Pour nous, c'est ça le scénario gagnant. C'est pas forcément un scénario de court terme, c'est un scénario gagnant. Et là, comme je vous le disais, la couleur politique du président est pas forcément le critère le plus important. Allez, merci pour cette explication. Tiens, qu'est-ce qu'on peut lire ce week-end tranquillement dans le Revenu Hebdo? On va découvrir Écoutez, la David, une. oui, alors on peut se replonger dans ce très beau dossier là sur justement la présidentielle américaine et puis tous les enjeux économiques et financiers. Puis on revient sur quelques valeurs emblématiques, notamment Pernod Ricard qui souffre en Chine, notamment avec les menaces de surtaxation et de droits de douane pour tout ce qui est l'univers des spiritueux, et puis des valeurs comme Bonduelle ou Idée Logistique, c'est un conseil gagnant qu'on avait fait en 2023 et qu'on rappelle à nos lecteurs. À lire dans le Revenu tranquillement ce week-end. Merci beaucoup. Laurent Saillard, journaliste à l'Hebdomadaire. Salut. Merci David, au revoir.